Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le Cercle du Livre. Bonsoir Samy, comment ça va? Bonsoir Marc, bonsoir à tous les auditeurs de l'émission. Cercle du Livre est réalisé par Wilkie Bonaventure. Présentation Samy Janvier Marc Dorsin. Bienvenue à toutes et à tous. Bonsoir, attention chef-d'œuvre. Il vient juste de paraître, mais on sent déjà le malheur qu'il va faire. Titre Saison sauvage, auteur Kitli Mars. En effet, les éditions Mercure de France viennent de publier en cette inoubliable année 2010 le tout dernier livre de Kitli Mars, Saison sauvage. C'est peut-être notre premier roman post-séisme et il arrive à temps, Saison sauvage, en pleine saison de deuil dû à ce que nous savons. Pourtant, il ne se situe pas dans ce contexte. On est plutôt dans les années 60 où Duvalier et ses tontons macoutes régnaient en maître et seigneur. Une dictature féroce qui a bradé toutes les libertés, même celles de penser. Daniel Leroy, rédacteur en chef du principal journal d'opposition, pourrit au Fort Dimanche. Sa femme Niova, une mulâtresse, devient malgré elle la maîtresse d'un secrétaire d'État macoute, le tout-puissant Raoul Vincent, qui s'accapare de la femme et même des enfants du journaliste en prison. Niova devra donc affronter le regard de la société pour son geste. Ce geste pour sauver ses enfants. Ce geste pour sauver son mari emprisonné. Saison sauvage porte bien son nom, un texte à la fois succulent et sauvage, un roman qui donne du plaisir et soulève en même temps de la colère. Attention chef-d'œuvre. Bonsoir Kitli Mars. Bonsoir Marc, bonsoir Samy, bonsoir aux auditrices et auditeurs de Radio Vision 2000. Bienvenue chez toi Kitli Mars. Merci pour ce si beau roman. Tu ne peux pas savoir combien ça nous a fait du bien, une telle lecture, surtout en ces moments. Merci à vous. Donc, je suis bien contente de partager ce petit moment avec vous et avec les auditeurs autour de la culture. Comme tu dis, ça fait du bien pour moi aussi de nous retrouver dans cette ambiance, dans cet univers, dans ce contexte, un peu en dehors de la désolation. Parce que malgré tout, nous devons continuer de vivre, continuer de créer et par la création, nous mettons la vie. Et nous espérons que c'est la culture qui sauvera ce pays. Alors, juste avant de rentrer directement dans le livre, il y a eu dernièrement à Paris, aux portes de Versailles, je crois, le Salon du Livre de Paris, et Kitli Mars a participé à cet événement important. Dis-nous Kitli, comment ça s'est passé? Oui, effectivement, je suis restée une semaine à Paris pour participer aux différentes activités du Salon du Livre de Paris. C'est le salon annuel qui a lieu chaque année au mois de mars. C'est vraiment un exercice très difficile physiquement. J'imagine parce que c'est une grosse machine. C'est une grosse machine, une énorme surface. C'est un monde fou, des milliers, des dizaines de milliers de visiteurs chaque jour. Et donc, il faut courir d'un point à un autre, donner des entretiens, rencontrer des journalistes, faire des interviews. Mais tout ça, c'est très intéressant parce que, particulièrement en ce qui concerne Haïti, suite à ce séisme du 12 janvier, c'est ça, les écrivains étaient très sollicités pour apporter leurs témoignages, pour donner leur opinion de la situation post-séisme aussi. Et surtout pour parler littérature parce que, malgré tout, sur les ruines, sur les décombres, il y a nos voix et de créateurs qui fusent et il y a notre art, il y a notre, cette créativité haïtienne qui reste et demeure un paradoxe qui intéresse le grand public, les amateurs et ceux qui veulent voir Haïti sous un autre angle avec d'autres yeux. Donc beaucoup d'Haïtiens, d'écrivains haïtiens ont donc à côté de toi, Kitli, participé à cet événement-là. Bon, nous n'étions pas un nombre très 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 élevé, mais il y avait quand même les figures incontournables que sont Dany Laferrière et Lionel Trouillot. James Noël était du nombre. J'ai revu avec plaisir Mimi Barthélemy, Louis-Philippe d'Alembert et Franck Etienne évidemment. Donc, quand même, un petit groupe bien représentatif et bien solide. D'accord. Maintenant, Marc... Saison sauvage, Samy Janvier, Saison sauvage. D'où vient l'idée de faire un tel roman, Kitli Mars?
Évidemment, le roman n'a rien à voir avec le séisme. C'est une coïncidence que la date de parution était programmée 2 ou 3 semaines après le 12 janvier. Donc, ça a été quand même un timing assez intéressant pour moi, même dans ce contexte-là, puisque juste après le séisme, tous les écrivains haïtiens ont été vraiment le point de mire de la presse internationale qui nous a contactés pour nous demander des témoignages, des instantanés sur ce qui se passait. Et j'ai donc, par ce moyen-là, bénéficié d'une sorte de publicité que je n'aurais pas pu me payer dans aucune circonstance. Et donc, ça m'a servi. Évidemment, le roman parle d'une époque qui n'a rien à voir avec l'actualité récente, présente, mais quand même, les années 60, c'est pas tellement éloigné de nous. Et moi, j'ai écrit ce roman pour d'abord me situer moi-même personnellement par rapport à cette dictature-là, puisque je suis née avec la dictature, j'ai grandi avec elle, je suis entrée dans l'âge adulte, toujours sous la dictature. Je suis passée du père au fils et je me suis rendu compte maintenant, dans ma maturité, que je n'ai jamais compris ce qui s'est passé, ce qui se passait pendant ce temps d'une relative insouciance de mon enfance. Et c'est pour essayer de comprendre, et surtout de comprendre ce que cette époque-là a comme incidence sur ce que nous vivons actuellement aussi, parce que nous ne sommes pas une génération spontanée. Haïti se trouve dans la situation où elle est, séisme mis à part, suite à une série de dérives qui datent probablement de son indépendance. Donc, et je pense, moi je reste persuadée que ces 30 années, 29 années de dictature portent en embryon ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, il y a une démarche personnelle et puis une démarche aussi un peu collective de comprendre ce que ça veut dire vivre pour une nation, pour une société, vivre sous une dictature. Alors, bien sûr, moi, écrivain, j'ai choisi d'aborder ce thème dans l'intimité, d'aller voir comment ça se passait entre 4 murs des maisons, comment ça se passait sous les draps, dans les corps, dans les sexes, comment les gens subissaient, parce que le sexe est une arme terrible qui est utilisée en temps de guerre, en temps d'occupation, et nous ne sommes pas des exceptions à la règle. C'était un moyen très fort de domination, de suggestion, et j'ai voulu voir aussi tout ça de l'intérieur, projeter une lumière à l'intérieur, derrière les paravents, derrière les témoignages de rescapés, de gens qui ont connu Fort Dimanche, qui ont connu les tortures, etc. Mais moi, j'ai voulu faire une projection beaucoup plus intime de cette réalité qui porte en elle maintenant une réalité qui peut s'étaler sur l'échelle de la nation. Ah oui, c'est très bien et Ketli, parce que j'ai eu comme beaucoup cette réaction en touchant le livre, dire quand tu regardes la 4e de couverture, dire encore Duvalier, cette période qui revient à chaque fois dans les sujets littéraires, dans la littérature. Mais quand j'ai commencé vraiment à lire ce roman, j'ai senti effectivement qu'il y a quelque chose de différent qui se passe ici. Un autre regard, beaucoup plus intimiste. Et en ce sens, si tu le permets, Ketli, tu rejoins un peu le style, par le style dans l'écriture, mais la façon de parler, de façon intimiste, de parler de la dictature, sans ce point de vue politique d'emblée en surface dans le texte. On part de l'intime pour arriver à la situation globale que peut provoquer la présence d'une dictature dans un pays. Oui, effectivement, c'est une caractéristique de mon écriture que je retrouve, qui m'accompagne depuis mes premiers pas dans la littérature, et j'ai commencé par la poésie intimiste, et pour passer à la prose intimiste, à une prose poétique aussi. Et vous avez dit tout à l'heure que en voyant la 4e de couverture, vous vous êtes dit encore un livre sur la dictature. Mais à mon avis, c'est un sujet que nous n'avons pas encore fini d'explorer, qui ne fait que commencer en réalité. Parce que vu son importance dans notre histoire, dans notre vie de peuple, vu
bien sûr, maintenant que la fiction s'en approprie, ça donne une autre dimension à tout ça. Ça nous fait rentrer un peu dans l'universalité. Et ça fait tomber les clichés de Tonton Macoute, de Papa Doc, etc. Parce que maintenant, on voit une dimension humaine dans ces personnages. Et c'est ce qui manque, c'est ce qui manquait maintenant à la vision de cette période-là. Donc, quand les écrivains commencent à s'en approprier par la fiction, alors là, on découvre tout un autre univers, tout un autre monde, d'une part. Et d'autre part, je pense aussi qu'il y a des périodes d'une histoire, d'un pays en particulier, et je dirais, du monde en général qui ne mourront jamais, qui n'arrêteront jamais d'intéresser les chercheurs, les écrivains, les sociologues. C'est comme le nazisme, la Shoah, il y aura toujours des gens à être fascinés par cette période, à trouver de nouvelles façons de l'aborder, d'autres anecdotes, d'autres histoires. C'est comme pour même l'esclavage, je dirais. On n'a pas fini de fouiller, de comprendre ce qui s'est passé. Et jusque-là, nous devons aussi chercher ce que nous sommes aujourd'hui dans ces histoires qui remontent à 300 ans, à 500 ans même. Donc, par exemple, le 11 septembre 2001, eh bien, c'est quelque chose qui, dans 100 ans, on en parlera encore. Donc, moi, je pense que oui. Que dire du 12 janvier? Que dire du 12 janvier? Donc, ce sont des périodes de l'histoire très fortes, très, très profondes et très intéressantes pour l'exploration d'un point de vue artistique, oui. Je voudrais, Kitli-Mars, m'attarder un petit peu sur le titre du livre, Saison sauvage. Je trouve, j'en ai parlé à Samy dans les coulisses, je trouve que ça sied bien au roman. En plus d'être poétique, il est aussi significatif dans la mesure où il jette un regard sur la société marquée par la sauvagerie, mais heureusement quand même que ce ne sont que des saisons sauvages, donc c'est-à-dire que ça passe, ça va passer. Ça va passer. Les saisons, ça passe, donc il y a de l'espoir, d'autres saisons qui vont arriver. Oui, c'est vrai. Et quand on écrit un livre, l'autre jour, quelqu'un me posait la même question. À quel moment tu trouves le titre d'un projet? Je dis qu'il n'y a pas un processus déjà établi, répétitif. Des fois, avant même de commencer d'écrire le livre, on a le titre. Des fois, en pleine écriture, on la trouve. Et des fois, on a terminé avec son projet et on n'est toujours pas satisfait d'un titre. On continue de chercher. Donc, ça vient comme ça, des fois, sous le coup d'une inspiration, alors qu'on cherchait depuis des jours et des jours. Donc pour moi, Saison sauvage, je n'ai pas eu trop de mal quand même à trouver ce titre parce que effectivement, c'était un temps qui était marqué par une grande sauvagerie. Une sauvagerie qui était pourtant le monopole de l'État. Contrairement à ce que nous vivons aujourd'hui où on ne sait pas qui fait quoi, qui est qui, où la violence peut venir de n'importe où. À cette époque, sous Duvalier, c'est l'État qui avait l'exclusivité, c'est-à-dire que on savait d'où ça venait. Donc, le monopole la de seule violence. façon de traverser tout ça sans anicroche, c'était justement de s'arranger pour ne pas se mettre en travers de la dictature. Donc, on pouvait vivre une vie relativement sécure. Tout à fait. Donc, Saison sauvage, c'est ça, c'est dans le temps, limité dans le temps, et puis aussi cette sauvagerie qui était là et que on arrive aujourd'hui à regretter malheureusement parce que nous sommes passés d'une dérive à l'autre, d'un chaos à l'autre, et il arrive encore qu'on entende dans des conversations des gens dire qu'ils regrettent la vie sous François, la vie sous Jean-Claude. Et c'était un peu ça aussi mon projet en écrivant ce livre, de ne pas oublier, parce que même si les choses ont évolué, et elles ont peut-être empiré d'une certaine façon, mais nous devons à cette époque-là et ce que nous vivons aujourd'hui. Parce que rappelez-vous toute cette euphorie qu'il y avait quand Jean-Claude Duvalier et son gouvernement a chuté. Ces gens qui prenaient les rues, c'était l'enthousiasme, on s'embrassait, on avait tous les espoirs possibles. Eh bien, voilà, il y a quelque chose s'est passé et puis on a fait les mauvais choix, on a eu les mauvais dirigeants et maintenant nous sommes pratiquement à genoux, nous sommes un pays à genoux. Donc, comment, pourquoi tout ça? Et comme on est passé de la dictature à l'anarchie. À l'anarchie, au chaos. Et donc, je pense que ce livre portera
à réfléchir. Il n'a pas de réponse, mais il jette un autre regard sur les choses et essaie d'aller plus en profondeur dans les mentalités. Donc, c'est ce but que j'ai essayé de poursuivre. C'est un dépassement surtout. Ça quitte déjà le bannissement, l'injure. Donc, ça entre dans certaines profondeurs de la chose qu'on n'a pas encore jusque-là évaluée. Très bien. Et une petite comparaison avec Fado, je trouve, dans Fado, on se souvient, Getlima, c'est... Woody Edmé commentait avec nous justement, ça a mis ce livre, Fado, et un beau livre d'ailleurs. C'était une femme, le personnage central, le personnage principal. Ici, on se retrouve encore avec une femme qui entre en scène comme personnage principal. Bon, est-ce que c'est parce que je suis une femme que j'aime présenter des femmes fortes, des femmes qui sont des lutteuses? Et vous savez, il y a certains commentateurs, certains journalistes, certains lecteurs même qui m'ont reproché l'image que j'ai donnée de cette femme parce que elle dérange. Elle dérange certaines personnes parce qu'ils trouvent qu'elle n'est pas assez contrite. Elle ne souffre pas assez. Elle assume trop et le malheur qui tombe dans sa vie. Et le roman n'est pas manichéen, c'est-à-dire que je ne mets pas le mal face au bien dans une lutte et de savoir qui sera le vainqueur. Et bon, je pense que je respecte l'opinion des gens. Et on n'est plus au Moyen-Âge chrétien. On n'est plus au Moyen-Âge chrétien, on peut le voir comme ça. Mais c'est quand même avoir une vision biaisée de la réalité. Si on veut être très objectif, la vie n'est pas que noire ou blanche. Il y a des zones d'ombre, il y a des tons de gris. Il y a des nuances. Il y a des nuances. La nature humaine est très nuancée. Et surtout dans notre société où il s'agit toujours de survivre, de trouver les compromis pour survivre. C'est ce que j'ai voulu faire ressortir dans ce roman. Sous Duvalier, évidemment, on ne va pas généraliser, dire que c'était ça pour tout le monde, mais dans un fort pourcentage, il s'agissait de survivre. Et pour survivre, il fallait faire des compromis, c'est-à-dire ne pas écouter, ne pas voir, ne pas comprendre. Vivre en marge de ce qui se passait. Ne pas penser. Ne pas penser, parce que la répression était tellement forte, elle frappait l'imagination, et c'était ça l'objectif du pouvoir, frapper l'imagination des gens de façon à ce que ce pouvoir puisse se perpétuer sans trop de problèmes. Et jusqu'à cette fameuse idée de se faire passer pour un personnage éternel, pour un personnage. Tout à fait, c'est vraiment posséder les esprits des gens et par tous les moyens. Et des fois des moyens farfelus, des moyens ridicules, mais quand même, c'était une technique qui a marché, qui a pris cette emprise sur le peuple. Et donc, chacun devait vivre à sa manière. Et moi, dans mon enfance, je me rappelle que cette époque, c'était une époque de chuchotement. On voyait les parents parler entre eux, et dès que les gosses arrivaient... Comme dirait Phelps, il est venu le temps de se parler par signe. Voilà, donc on se parlait par signe, et moi j'appelle toute cette époque-là, c'est une époque d'une culture du silence dont ma génération a hérité, parce que on savait que ce silence, c'était une garantie de survie. Parce que un simple mot, une simple phrase qui était rapportée en haut lieu à qui de droit pouvait vous coûter la vie, pouvait vous valoir un enlèvement, une disparition et tout ça. Donc, nous avons appris à ne pas parler, à ne pas questionner, à ne pas protester et à vivre tranquillement. Et aujourd'hui, nous vivons dans une situation de corruption généralisée, mais nous sommes là un peu pépères parce qu'on se dit, bon, tant qu'on essaie de garder les mains propres, eh bien, on peut vivre dans une société corrompue. Mais je pense que le moment est arrivé où ces contradictions-là doivent sauter. Notre société est malade, très malade, et il est temps pour chaque citoyen de se questionner, de se dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi c'est comme ça? Qu'est-ce que je fais qui ne marche pas? Nous sommes tous concernés, et si nous devons disparaître, nous allons tous disparaître ensemble. Donc il est temps que cette
culture du silence. Parce que nous parlons beaucoup, en fait. Ah oui. Nous parlons beaucoup, mais c'est la génération du bavardage. C'est la génération du bavardage, mais des fois, je trouve que nous parlons trop et nous passons à côté des choses essentielles. Donc, c'est vrai, nous avons hérité de la fin de la dictature, du droit à la parole, du droit de gueule, mais nous ne faisons que gueuler. Et nous ne parlons pas, nous ne réfléchissons pas suffisamment sur les choses essentielles, à savoir ce qui se passe dans nos têtes et dans nos mentalités qui expliquent notre attitude face au développement, notre attitude face aux actions à prendre. Mais ce que je comprends bien, Ketli a te lire à travers, premièrement dans Fado, mais aussi dans Saison sauvage, ce questionnement-là, cette parole doit d'abord venir de l'intérieur, d'où le choix de l'intimisme dans vos textes. Ce n'est pas le discours politique facile qu'on entend à tue-tête à la radio tous les jours, tous les matins. Donc il faut que ce travail commence d'abord chez soi, sur soi-même. Alors des fois on me demande si mon roman est un roman politique. Moi, je dis non. Je dis que, enfin, c'était pas mon objectif. Si en le lisant, on a cette impression-là, oui, bon, c'est peut-être quelque chose que je n'ai pas pu empêcher. Mais en Haïti, finalement, tout se résume aux politiques. Nous ne faisons que de la politique et rien de plus. Et malheureusement, il devient nécessaire et de plus en plus urgent que nous fassions autre chose que de la politique, que nous fassions du développement aussi. Et donc, moi, je pense que oui, en abordant ces situations-là que nous avons vécues dans les têtes des gens, j'espère qu'on fera comme une rétrospection sur ce temps, sur ceux qui s'en souviennent, et les jeunes aussi qui ignoraient absolument ce que c'était cette dictature-là, vont pouvoir essayer de fouiller, d'aller comprendre un peu plus. D'accord, et c'est un roman qui débute d'une façon assez particulière et marque et cette femme qui commence à parler de sa visite au secrétaire d'État. Donc on voit que c'est un roman à voix multiples. Il y a un enchevêtrement de voix dans le texte. Il y a plusieurs personnages qui à des moments qui relaient dans le roman, qui à des moments différents prennent la parole et parlent de leurs problèmes et aussi de la situation. Et qu'est-ce qui a expliqué ce choix narratif? Bon, je pense que c'est une technique qui vient naturellement et qui donne beaucoup plus de vivacité au texte, beaucoup plus d'énergie, de passer d'une voix à l'autre et des gens qui parlent sincèrement, à fond de cœur et qui se livrent dans ces lignes, dans ces pages. Et ça, je pense que ça maintient l'intérêt du lecteur en éveil constamment de passer d'une voix à l'autre et quelle que soit la nature de cette voix, ce qui est important, c'est sa sincérité. Parce que, bon, vous avez parlé d'un personnage central très fort, celui de Nirva Leroy, la femme. Mais il y a aussi Raoul Vincent en face d'elle, qui est une voix que j'ai voulu très forte aussi, une voix très, très ambiguë, très controversée. Mais il ne parle qu'à la fin. Il ne parle qu'à la fin, mais il est extrêmement présent dans le texte. Et on a surtout parlé de lui. Oui, on a surtout parlé de lui, mais quand il se révèle, finalement, le monstre qu'on voyait vivre dans la voix des autres, eh bien, on voit que c'est un homme qui a des états d'âme comme tout le monde et qui peut-être a une certaine innocence d'une certaine façon, puisque lui, il ne se voit pas tel que les autres le voient. Il se voit comme un homme qui poursuit sa conviction jusqu'au bout. Tu parles d'état d'âme, peut-être que le seul état d'âme que je lui trouve, c'est peut-être la peur. La peur jusqu'à la fin. Je ne veux pas dévoiler, mais la peur. Je sais que Marc a une haine viscérale contre ce personnage. Mais je voulais revenir un peu à Nirva, qui est aussi une femme très cynique. Réalisme, un certain réalisme qui va jusqu'au cynisme, si je me trompe, je sais pas comment vous voyez. Cynique, c'est un peu fort, Samy, c'est un peu fort. Et c'est une et lâche peut-être, mais quand même c'est une survivante.
jusqu'au bout, elle fait des choix, mais ce choix-là, c'est surtout pour sauver ses enfants. À un certain moment, peut-être qu'elle commence à réaliser que elle se fait des illusions en pensant que son mari sera libéré. Mais surtout, ce qui l'intéresse, c'est sauver sa peau et sauver la peau de ses enfants. Et là, elle fera tout ce qu'il faut pour le faire. Sacré personnage. C'est un personnage difficile, mais encore une fois, non manichéen, dans le sens où j'ai pas présenté la femme idéale, c'est-à-dire la femme qui n'arrête pas de pleurer, qui a toujours son mouchoir en main parce que son mari est emprisonné. Eh bien, tu n'as pas présenté Andromaque. Non, mais pas du tout. Non, elle prend sa vie en main. Et ses choix sont peut-être questionnables. Moi, je trouve qu'elle est un peu ambivalente. Elle est tout à fait ambivalente. Donc, et une personne qui sait s'adapter au changement du vent. Il y a toujours ces personnages dans tes romans, cette ambivalence. Eh bien, vous savez, vivre en Haïti, ça demande des adaptations, hein, ça demande des ajustements. Un quotidien, des fois. On a vu des renversements drastiques au fil des années, tant au niveau politique que social. Ceci est tellement vrai. Au départ du roman, je sympathisais avec Nirva Leroy. J'aimais Nirva Leroy au début. Mais à la fin, elle s'est montrée vraiment trop calculatrice. Et puis elle m'a déçu, carrément déçu. Nirva. Bon, eh bien, moi, de toute façon, je voulais juger. Tout ce qui m'intéresse, c'est que justement, ça provoque des réactions et qu'on aime, qu'on déteste, ça questionne. Et ce qui m'importe quand on a terminé un roman, c'est qu'en le déposant, on est toujours habité par le texte. Et je pense que si ça marche comme ça, eh bien, bon, le projet est réussi. Combien de temps vais-je devoir encore patienter ? Bientôt 2 heures depuis que j'attends d'être reçu. Je ne peux tout simplement pas me lever et partir puisque j'ai volontairement renoncé à mon libre arbitre. Depuis la minute où j'ai mis les pieds dans ce bâtiment, mon temps, mon humeur, ma vie dépend de la fantaisie du secrétaire d'État. Il n'est pas question que je cède à mon envie croissante de foutre le camp de cette salle d'attente du palais des ministères, alors que j'ai enfin obtenu, après force démarches et faux espoirs, la faveur d'être reçu par son Excellence. J'ai hâte de rentrer chez moi. Un peu avant de laisser la maison, je suis tombé sur un journal qu'écrivait Daniel. Il nichait dans le double fond d'une boîte à chapeau posée tout en haut d'une armoire de son bureau. Juché sur une chaise, je fourrageais dans les étagères du meuble à la recherche d'une clé égarée quand la boîte est tombée à mes pieds, me révélant son mystère. J'ai tenu le journal un instant dans ma main, sans comprendre. Il me faisait un peu peur, comme un intrus dans mon sein. Je me suis retourné instinctivement pour voir si personne ne m'observait. J'ai hâtivement feuilleté de la pointe du pouce les pages recouvertes de l'écriture serrée de Daniel. Il n'en a rempli qu'une vingtaine. Ses premières notes datent d'octobre dernier. 9 mois déjà et je n'en savais rien. Il fait chaud malgré le ventilateur qui brasse l'air au plafond. Presque tous les employés du ministère sont partis. La secrétaire du secrétaire d'État s'en va à son tour. Elle me regarde d'un air indéchiffrable en recouvrant sa machine à écrire et me dit de ne pas m'inquiéter, que je verrai le secrétaire d'État. Daniel est en prison depuis 2 mois et 1 jour exactement. Wenceslas Lamy et Hubert André, 2 collègues du journal, également membres de l'UCH, ont été au confrère le même jour que lui. Michel-Ange Lefebvre, le secrétaire général du parti, s'est mis à couvert. Il n'y aura pas de procès, pas de jugement ni de condamnation. Daniel sera libéré ou exécuté après une étape de torture et de pourrissement dans sa geôle. Dans le second cas, je ne saurai ni le jour de sa mort, ni dans quelle fosse commune sera balancé son corps. La justice n'a pas de temps pour les communistes empêtrés dans leur théorie et leur lutte pacifique.
Ils sont des insectes nuisibles que la dictature écrase. Les autres, les Camouquins, les Putschistes, sont traqués impitoyablement, dépecés par la foule ou exécutés sur la place publique, qui frappe par l'épée. Les cadavres enflés restent parfois des jours la proie des mouches et des curieux fascinés et terrorisés, mais au moins leur deuil peut-il être fait. Le plus dur est l'incertitude de la mort, latente comme une blessure qui ne cicatrise pas et tue la vie goutte à goutte. Certains parents et amis pensent que Daniel a tort de provoquer le gouvernement dans ses articles où il dénonce les violations de la Constitution et le mépris absolu des droits des citoyens. Il lui reproche aussi de propager des idées communistes dangereuses. Ils ont peut-être raison, mais aujourd'hui, je n'ai pas le temps de penser. Il me faut frapper à toutes les portes, sonner à toutes les cloches, avaler mon orgueil et ma peur pour solliciter son élargissement. Ben voilà, on marque une pause, madame, monsieur. Notre invitée, Kathleen Mars, elle vient de publier aux éditions Mercure de France Saison sauvage. Cela se passe bien sûr sous la dictature de François Duvalier. Un journaliste intellectuel mulâtre se fait arrêter et emprisonné au Fort Dimanche. Sa femme, la belle mulâtresse Niova, va tout tenter pour le tirer de là, pour sauver aussi ses enfants, et va voir le tout-puissant secrétaire d'État Raoul Vincent pour obtenir satisfaction. Mais à quel prix? On revient après la pause. Cercle du livre, Samy Janvier, Marc Dorcin. Cercle du livre, Samy Janvier, Marc Dorcin. Cercle du livre, Samy Janvier, Marc Dorcin, seconde partie. Bienvenue madame, monsieur. Et bien sûr, notre invitée Kathleen Mars, elle vient de faire paraître aux éditions Mercure de France Saison sauvage que nous analysons, que nous commentons cette semaine. Alors, Kathleen Mars, il y a aussi le duvalierisme et qui est
qui constitue le cadre, la période de Duvalier, le cadre historique et spatio-temporel de ce livre. Mais comme l'a si bien signalé Samy en début d'émission, c'est pas le duvalierisme auquel on est habitué avec des tontons Macoute, Sceaux, mais le personnage qu'il s'agit, Raoul Vincent, c'est un homme éduqué, d'une grande culture. Et il y a aussi un autre aspect qui a retenu notre attention, c'est que Dany Laferrière, lui aussi, il parle de cette période beaucoup dans ses livres. Quelle différence il y a entre l'approche de Ketlimas et Dany et par exemple? Bon, Dany a, en quelque sorte, a été victime aussi de cette période-là, puisque il a laissé le pays sous la pression de cette dictature, puisque choqué par la mort de Gastien Raymond, son ami, son bon ami, journaliste comme lui aux petits samedis soirs. Donc il a quand même une autre façon de voir et de vivre cette dictature. Moi, j'ai pu écrire ce livre et bien qu'il soit très dur, j'en conviens, mais ce qui le sauve peut-être, c'est que j'ai pu garder une certaine objectivité, n'ayant pas été moi-même victime directement, personnellement, dans ma famille, comme quoi je n'ai pas un frère ou un oncle ou mon père qui a été torturé ou qui a été fusillé ou simplement disparu. Et ce sont les disparus des fois qui sont des situations les plus difficiles à vivre pour une famille. Ne jamais savoir, ne jamais pouvoir faire un deuil. Dans l'attente éternelle de retour éventuel de cette personne. Ça. Donc j'ai pu essayer d'entrer dans la peau des personnages, mais en restant moi-même un peu neutre. Ce qui fait que je n'ai pas beaucoup d'amertume, d'acrimonie, je ne fais pas de chasse aux sorcières, je ne pointe pas du doigt, je n'accuse pas. Il est un fait que, bon, il y a des épisodes connus de tous les gens qui ont vécu cette époque, qu'on va peut-être retrouver dans certaines situations du roman, mais je n'ai pas eu l'intention de parler de quelque chose en particulier. Ou de quelqu'un en particulier. Je n'ai pas voulu... Bien qu'on reconnaisse quand même certains noms qui sont restés oui, évidemment, il y a des noms qui n'ont pas changé. Ça c'est l'histoire. On ne peut pas ne pas les reconnaître, évidemment. Donc, pour Dany Laferrière, je crois que c'est un peu la même chose. Dany a pu parler de cette dictature et avec du recul, un recul intellectuel et un recul, personnel, physique. Quand il en parle, il entre cette dictature dans le contexte de la vie de l'époque et ça faisait ça. Je ne sais pas, je n'ai jamais eu l'impression que Dany était en train de condamner, d'accuser non plus. Il est évident que il ne dit pas que c'était souhaitable, tout ce qui est arrivé, que c'était une belle époque, mais je ne sais pas, il y a beaucoup de douceur. Il en parle sans complexe. Il en parle sans complexe, avec beaucoup d'objectivité. Mais surtout avec beaucoup d'humour. Hein. C'est ça, et avec l'âme de l'humour lui-même, c'est sa façon d'aborder cette situation. Comparativement à toi moi je suis peut-être plus intense et je vais au fond des choses et... avec d'autres armes. Peut-être c'est parce que c'est la voix d'une femme, parce que les femmes, des fois, vivent intensément les choses. Non, je ne suis pas d'accord. Là, nous sommes en train d'effleurer cette fameuse histoire d'écriture féminine et d'écriture masculine. On aurait pu dire que ce roman ressemble plus à un roman écrit par un homme. Et ce que Dany dit, Dany des fois a une certaine légèreté, un côté fleur bleue dans son écriture qui aurait pu faire penser à l'écriture d'une femme. Donc moi je pense que le geste, l'acte d'écriture, quand ça monte des tripes, eh bien il est asexué. On ne peut pas dire qui écrit quoi, de quel sexe cette écriture est. Je pense que c'est ou bien on a ce don, ce pouvoir d'écrire, ou bien on ne l'a pas. Et maintenant, c'est peut-être dans les univers qui sont abordés, qui éventuellement pourraient faire penser à une écriture féminine ou masculine. Mais nous étions à reparler du valierisme en lui-même et de ma façon de l'aborder par rapport à la façon de Dany. Mais je pense que tous les deux, nous nous retrouvons d'une certaine façon dans le sens que nous restons objectifs par rapport à cette période-là.
Et nous ne sommes pas des accusateurs, des gens qui condamnent, mais nous gardons la mémoire. Nous sommes des gens qui gardons la mémoire, des témoins de ce temps que nous essayons de renvoyer aux autres comme dans un miroir. Donc je dirais que de ce point de vue-là, je me retrouve aussi un peu dans la démarche de Danny. Mais dis donc, Ketli, qui est-ce dis-nous, c'est pas notre génération. Et toi, tu disais au début de l'émission que tu es né sous la dictature, tu as grandi et entré en âge adulte. Il s'appelait comment, celui-là qui était secrétaire d'État à la sécurité publique, je sais pas. Je ne sais même pas. Je ne sais même pas qui. Bon, il y en a eu plusieurs, je suppose, pendant toutes ces années, du père au fils. Il est évident qu'il y a eu des hommes très forts du gouvernement des Duvalier. Et bon, franchement, je ne peux pas vous dire qui était en telle année ministre de ceci ou de cela, non. Et ça ne m'intéresse pas vraiment. Okay. C'est pas ce qui m'intéresse là. C'est étudier des personnages, des psychologies, fouiller des mentalités et essayer de comprendre des déclics, certaines attitudes, pourquoi elles ont eu lieu et qu'est-ce qui motive les gens à agir de la façon dont ils agissent. D'où ça vient et où ça nous mène. C'est surtout ça qui m'intéresse du point de vue de la romancière, vraiment. Oui. Mais bon, tout à l'heure, on parlait de Nirva Leroy, qui est la femme de Daniel Leroy, qui lui est emprisonné. Il y a des couples dans ce roman. Et vous êtes également auteur de nouvelles. Et il y a Nirva qui est en face de Raoul et on pourrait quand même aussi explorer la psychologie de Raoul qui est quand même un personnage assez particulier oui, à la fois qui a su allier. C'est ça, comme disait Marc tantôt, et au début il sympathisait avec Nirva et au fur et à mesure du déroulement de l'histoire, elle lui est devenue antipathique, tandis que certaines personnes m'ont dit le contraire pour Raoul Vincent. Au début, il leur fait horreur. C'est un personnage démoniaque, pervers. Mais au fur et à mesure des pages, on découvre quand même un homme qui a des faiblesses, qui a un passé très, très, très dur, très difficile, une enfance abusée, qui explique ce qu'il est comme adulte. Et au jour d'aujourd'hui, c'est un opportuniste aussi qui a pris le train en marche, le train du duvalierisme, pour arriver au pouvoir. Donc certaines personnes m'ont dit que ce monsieur à un certain moment il faut faire un effort pour ne pas le trouver sympathique, enfin pour ne pas lui trouver certaines qualités humaines. Donc moi je dis que à chaque lecteur aura sa façon. C'est un beau monstre. Et des fois les beaux monstres ils fascinent. Oui. Donc, chaque lecteur pourra le voir à sa manière, de son point de vue, dépendant de son expérience. À la fois d'une cruauté extrême et d'une sensibilité aussi. D'une grande sensibilité. Bien que Marc ne lui reconnaisse que la peur comme sentiment. Mais au fait, on voit qu'il était bien sensible dans certains cas. Je ne trouve pas que ça soit de la sensibilité. C'est encore l'intérêt. Non, c'est l'intérêt qui prime. Mais je pense qu'à un certain moment, il y a comme un déclic qui se fait dans la tête de ce personnage. Il est tellement maintenant, comment dire, il satisfait tellement de choses en lui-même, en s'accaparant cette famille, qu'il en arrive à oublier que ces gens-là ne sont pas sa famille vraiment. Oui, c'est-à-dire que Nirva, pour lui, c'est sa femme, la femme de sa vie. Les enfants, Marie et Nicolas, sont ses enfants. Et même s'il en abuse, cet abus, c'est encore une preuve d'amour pour lui. Et tout ce qui l'intéresse au moment de ce roman où la peur commence à s'emparer de lui, où il voit que la dictature va peut-être le manger comme elle mange souvent de ses propres fils, eh bien, il n'a qu'un seul souci, c'est sauver ces gens-là. Même au détriment de sa propre famille, de sa femme, de ses deux filles, avec qui il n'a pas grandi, avec qui il n'a pas appris à découvrir d'autres joies du changement de statut qu'il a pu faire grâce au pouvoir. C'est chez Nirva et chez ses enfants, dans son foyer, qu'il y a un déclic, quelque chose qui s'est fait, une transplantation de scène. Eh bien, ça, c'est sa vie maintenant et ça devient l'essentiel le plus important pour lui. Oui. Ce n'est pas un roman d'amour. Difficilement, on pourrait dire difficilement que c'est un roman d'amour.
Mais l'amour quand même est prétexte à beaucoup de choses dans ce roman, à beaucoup de dérives. Et je ne sais pas comment le qualifier. Il y a eu tellement de qualificatifs pour ce roman, de haletant, de vénéneux, de diabolique. Vraiment, la critique a été très, très prolifique sur ce roman-là. Il y a une autre chose. J'attends vraiment les réactions de la presse en Haïti et des lecteurs aussi. Il y a déjà eu un premier article dans le Nouvelliste. Et vraiment, je pense que ça va être très mitigé aussi. Il y aura des gens qui détestent comme des gens qui aiment. Il y a une autre chose, Ketli, qui me fascine aussi dans ce texte, c'est le travail que je suppose que tu as dû faire pour tenir ce cahier secret de Daniel Leroy. Ça a dû te prendre beaucoup de lectures sur la littérature communiste, marxiste, etc. C'est un livre, c'est peut-être le premier roman qui m'a demandé autant de recherche, puisque c'est de la fiction, mais quand même dans un cadre, dans un contexte historique bien précis, bien déterminé, donc je n'aurais pas pu faire de n'importe quoi, même si je ne reproduis pas des faits réels vécus, mais il y a ce cadre-là qui me contraint à quand même à dire des choses qui sont vraies, ne serait-ce qu'une contrainte physique, comment était la ville à cette époque-là, comment les gens, où on sortait, où on allait, quel restaurant fonctionnait. Et ce sont des choses qu'on lit et qu'on lit tellement avec facilité, mais qui exigent de l'auteur quand même une certaine rigueur, une certaine conscience de si elle veut faire vraiment dans ce travail-là. Donc j'ai lu pas mal de livres et heureusement qu'il y a eu quand même depuis une dizaine d'années beaucoup de témoignages qui sont sortis sur cette époque. On commence avec Bernard Dietrich et il y a eu, je ne sais pas, Jean Métellus, j'ai eu Jean-Claude Rival et tant d'autres. Et Le Moine, celui qui a été enfermé à Fort-Dimanche et qui en est sorti. Donc, ça ne manquait pas, les références vraiment ne manquaient pas pour donner un cadre à mon histoire. Donc, il s'agissait maintenant d'agencer tout ça et pour ne pas donner l'impression qu'on est en train de faire quelque chose de... Ce qui est aussi intéressant, Ketli-moi, ce ne sont pas seulement des références des références haïtiennes, mais aussi de la culture universelle, la culture grecque, par exemple. J'ai été vraiment surpris, étonné de voir et d'apprendre. Il faut une culture philosophique aussi. La façon dont les Grecs se comportaient, cette question de relations intergénérationnelles entre les hommes et les jeunes garçons. Et bon, oui, beaucoup de gens l'ignorent, mais ce sont des faits que je suppose qui inciteront les gens à vouloir en savoir plus. Parce qu'un livre, ça vous enrichit de tellement de manières. Moi, quand je lis vraiment, je ne sais pas, je suis écrivain bien sûr, mais je ne lis pas seulement une histoire, mais je lis la technique. Je lis le souffle de cet écrivain entre chaque ligne. Je sens sa démarche, je sens ses efforts, je sens ses hésitations, je sens tout. Donc, un livre n'est pas bêtement quelques pages, une centaine de pages, 200 pages, c'est pas ça. C'est toute une vie qui est là et des énergies. C'est des énergies, c'est une histoire, c'est des doutes, vraiment, c'est un travail, complet mais passionnant. Tout à fait. Et si on revient un peu, Ketli, à la famille Leroy. Avant peut-être, parce que le cahier secret de Daniel nous montre aussi que sa famille n'allait pas, ça ne roulait pas assez bien. C'était pas la famille quand même idéale. une famille assez écartelée avec cette présence de Dominique qui inquiète tantôt. Ou encore ses activités communistes qu'il cachait à sa femme aussi. C'était pas la famille idéale. Effectivement, je n'ai pas voulu planter une famille idéale parce que je ne pense pas que ça existe, une famille idéale en fait. Et parole de mère de famille. Parole de mère de famille, je parle peut-être d'expérience. Il y a des gens qui veulent vivre ensemble, qui font des efforts pour vivre ensemble, qui apprennent à cohabiter pendant des années, qui trouvent un modus et
pour garder un noyau familial. On est des gens bien élevés, bien éduqués, mais ça ne veut pas dire que c'est le grand amour, c'est la folie d'amour. On est beaucoup on crée une police familiale. C'est ça. Donc Nirva et Daniel aussi, c'était un couple bien qui vivait. Ils avaient leurs bons moments comme leurs mauvais moments, comme nous tous ici. Et puis, bien sûr, ce monsieur-là avait des convictions politiques qu'elle ne partageait pas. Donc, ils ont trouvé un modus, une façon de vivre ensemble en respectant chacun les convictions de l'autre. Mais évidemment, il y a des sujets sur lesquels ils avaient quand même des divergences de vues. Et donc c'est ça, et les enfants aussi, comme dans toutes les familles, il y a des enfants qui sont plus près de la mère ou plus près du père. Et dans le cas de Nirva, les enfants, ils se trouvent avec plus d'affinité avec le père. Oui. Parce que la maman, quand même, c'était une femme qui voulait une éducation peut-être un peu trop stricte, trop rigide pour ses enfants. Et le père, lui, était plus tolérant. Donc, tout ça, c'est pour quand même montrer une famille humaine, une famille qui vibre, qui s'adapte, qui s'ajuste tout le temps. C'est pas comme quoi une image vraiment trop traditionnelle, trop classique de la famille. Et il arrive à un moment même où Nirva en veut à Daniel de la situation dans laquelle elle se trouve. Oui, puisque finalement, tout ce qui lui arrive là maintenant, c'est parce que Daniel s'est fourré dans cette histoire de révolution, etc. Et qu'il a été quand même un peu léger. C'est peut-être pour se donner bonne conscience. Pour se donner bonne conscience aussi. Des fois, Nirva vit Daniel comme un impuissant. Elle le voit, oui, bon, sinon un impuissant, mais un naïf à la rigueur qui n'est pas bien conscient de tous les enjeux de la situation dans laquelle il se met. Même Jacques-Stéphane Alexis, peut-être. Il m'a beaucoup fait penser à Jacques-Stéphane Alexis. Un peu, qui était le contemporain de tout ce monde-là. À la différence que Jacques n'était pas mulâtre, lui. Oui, Jacques n'était pas mulâtre. Donc, effectivement, il faut lire ce roman, il faut le relire parce que moi aussi, il m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Mais moi-même, en l'écrivant, il m'a permis de comprendre beaucoup de choses, beaucoup de petites nuances de notre société qui paraissent banales ou bien qui paraissent des choses dépassées, mais qui pourtant sont encore bien présentes dans notre société et expliquent beaucoup de choses. Ce que, par exemple, ce roman m'a permis de réaliser, et je n'avais pas remarqué franchement avant de le lire, c'est que au début, presque tous les militants marxistes, communistes étaient des mulâtres. Bon, il faut pas généraliser. Les leaders. Les premiers. Les premiers peut-être. Bon, là, je ne suis pas trop bien placé pour être formel dans ce que vous dites. Il y a des gens qui en savent plus que moi, mais il est certain que oui, il y avait des têtes de pont qui étaient de la classe mulâtre, de la classe bourgeoise mulâtre, et qui faisaient du bon travail aussi à ce moment-là, je pense, oui. Et la figure de Dominique, moi j'ai beaucoup aimé quand il a dit quelque part dans le livre, Dominique, son nom dit tout, ni homme, ni femme. Je connais beaucoup de Dominique, et donc je me suis mis rapidement à voir si c'est vrai. En général, on dit que le nom influe sur la personnalité, et il y a des noms comme Dominique ou comme Claude, par exemple, qui font que on est en face de personnages qu'on ne peut pas bien situer, bien attraper. Ce sont des personnalités assez difficiles à cerner parce que déjà par le nom, a priori, quand on entend ces noms-là, on ne peut pas savoir s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Dominique, oui, est un personnage de la vie du couple qui vit proche du couple et qui fait ressortir aussi l'humanité de Daniel, dans le sens qu'il avait avec cette femme une amitié qui remontait à leur enfance, mais une sorte d'amitié amoureuse aussi, qui fait voir qu'il est quand même un homme, qu'il a des attirances, qu'il a des faiblesses, et qu'il a aussi sa petite vie secrète, parce que sa femme n'a jamais pu comprendre la profondeur de sa relation avec Dominique. Oui. Et c'est un livre, Ketlemas, qui va nous donner pas mal de prix ici en Haïti. Oh. Ouais, on l'espère. Bon, vous savez, là... On a pris goût, hein. Oui. Moi, j'espère que vous avez raison, mais écoutez, a priori, ce n'est pas ma démarche.
si on se met à écrire dans l'objectif de gagner les prix, eh bien, on va passer à côté du travail. Et moi, ce que je veux, c'est vraiment construire une œuvre qui soit pertinente, qui soit un lait que je ferai pour la culture haïtienne, que je ferai à la culture haïtienne. Donc, c'est maintenant pour le reste, ça ne dépend plus de moi. Une fois que l'œuvre sort de mes mains, sort de ma tête, eh bien, elle ne m'appartient plus. Ce qu'on en fait, son destin n'est pas le mien. Alors, on va suivre. Oui, alors je vais vous lire avec plaisir un court chapitre qui se situe un peu au milieu du livre, et il se passe au lendemain du jour où Nerva et Daniel Leroy ont eu leur première rencontre vraiment intime. Alors elle dit me laver longuement et profondément, me défaire de cette souillure qui n'est pas seulement dans ma chair mais aussi dans mon âme, laisser couler une eau claire et neuve sur l'impuissance et la rage de mes mains, nettoyer ma mémoire des gestes, des odeurs et des bruits de la nuit qui ne me quittent pas, me laver de ce plaisir arraché de force à mon corps, un besoin qui tourne à l'obsession. Je ne supporte plus de respirer dans ma peau. Solange, oui, je dois voir Solange. Contre toutes mes convictions, contre toute rationalité, naît dans mon âme le besoin de me faire toucher par cette femme, de la laisser verser l'eau dont ma peau a besoin pour retrouver un peu de sérénité. J'ai compris au bout d'un moment que des mes plaies visitaient Solange ce matin-là. Un foulard de soie rouge serrait sa tête. Elle portait un caraco bleu de paysanne liseré de ric-rac multicolores aux manches et à l'ourlet, et ses yeux de miel n'ont pas souri en me voyant arriver. Elle vaquait à des occupations imprécises et fumait une cigarette après l'autre. Par moments, elle prenait une lampée d'une bouteille de trempé posée à même le sol. Il m'a semblé aussi que ses gestes étaient plus lents que d'habitude, comme si elle les exécutait sous la dictée d'une voix perceptible d'elle seule. Elle donnait des ordres à la petite Ginette et la rabrouait vertement lorsque l'enfant ne suivait pas ses instructions à la lettre. Puis elle s'est retournée tranquillement vers moi et m'a demandé de but en blanc. « Tu viens pour le bain, voisine? C'est un bon jour, tu sais. La personne est avec moi. » Est-ce que Solange m'espionne? A-t-elle un moyen de savoir ce qui se passe à l'intérieur de ma maison? Peut-elle lire dans ma tête? Prend-elle sur ma peau l'odeur de l'homme qui s'est forcé en moi toute la nuit? A-t-elle le moyen de voir la marque de ses dents de prédateur sur mon corps? J'ai envie de rentrer chez moi. Toute ma détermination fond sous l'impression d'être cernée de tous côtés par des regards inquisiteurs. Je ne contrôle plus ma vie. Une sensation qui se mue lentement en panique. Aucun mot ne sort de ma bouche. N'aie pas peur, je ne te ferai aucun mal, mais tu dois vouloir toi-même. Est-ce que tu le veux, le bain? Solange s'énerve un peu. Desméplaies est impatient, elle me l'avait dit. Oui, je réponds finalement. Bon, alors attends-moi ici, je vais faire chauffer de l'eau. Je suis assis sur une chaise basse dans une petite pièce au sol en terre battue, un badji. Je ne crois pas aux vertus du bain que je vais prendre. Je me trouve tout à fait pitoyable, attendant les gestes d'une femme qui ne sait ni lire ni écrire, qui prépare des simples et monte des points pour les macoutes. Solange vit de la crédulité des hommes et des femmes désemparés. Pourtant, je suis là, passive, à l'attendre. Suis-je en train de me punir? Ai-je perdu toute estime de moi-même? Me reviennent les mêmes sensations qui me terrorisaient quand petite fille j'allais à confesse. Des images saintes décorent les murs du badji de Solange, des vierges à la peau noire et d'autres à la peau blanche. Des bougies brûlent aux quatre coins de la pièce. Une grande bassine à côté de moi dégage un parfum profond, mélange de basilic, de citronnelle, d'oranger, de zébaclou et de plein d'autres feuilles que Solange a cueillies dans la cour, l'une après l'autre, une bougie allumée dans une main. Solange termine ses préparatifs en lâchant dans l'eau du bain le contenu d'un flacon qu'elle a pris sur une étagère chargée de bouteilles et de statuettes votives. « Le tafia, c'est pour des méplaies, elle me dit avec sérieux. Il le boira dans ton corps. Déshabille-toi, voisine, elle ajoute. Enlève tout. Je m'exécute et me rassois sur la petite chaise dont la paille me pique les fesses. Solange prend une timbale en aluminium, la trempe dans la bassine et verse très lentement le liquide sur ma tête. L'eau coule sur mon corps et se perd dans la terre battue sous mes pieds. Le parfum des feuilles, la lumière des bougies, l'odeur du tafia, les images des vierges noires et blanches. La main de Solange qui glisse sur mes cheveux, mon visage, mon cou, les feuilles qu'elle applique sur mes épaules, mes seins, mon ventre,
entre mes cuisses. Solange et son chant qui accompagne l'eau sur ma peau, timbale après timbale. Il se passe soudain une chose étrange. Ce n'est plus Solange qui me touche, c'est de mes plaies. C'est Dantor, la Vierge noire, Freda, la Vierge blanche, c'est le bon Dieu, avec tous les saints et tous les anges. La délivrance. Comme le nouveau-né qui s'engage enfin vers la lumière après 1000 douleurs, les larmes sont sorties de mon corps, un flot de larmes, une marée brusque qui m'a surprise, mais que je ne pouvais ni ne voulais retenir. L'eau de mes yeux mêlée à l'eau au parfum épicé des feuilles, en offrande à la douleur. Des sanglots me secouaient toutes, de plus en plus violents. Un orgasme de l'âme, libérant pour quelques instants les ombres accumulées autour de ma tête. J'ai pleuré pour la première fois depuis la disparition de Daniel. Merci Ketli Mars, bravo. Alors, rapidement, c'est la fin de l'émission Ketli et une vote signature est prévue, non? Oui, j'ai appris avec plaisir que les organisateurs de Livres en Folie allaient essayer quand même le tour de force de tenir la foire cette année encore, le jeudi 3 juin. Donc, j'ai pris contact avec les diffuseurs de livres et les libraires pour savoir dans quelle mesure on pourrait avoir des exemplaires de Saison sauvage en vente à Livres en Folie. Donc, j'espère qu'ils pourront répondre à ce délai un peu court et ça me ferait énormément plaisir de pouvoir signer ce livre à cette occasion. Ça a été un plaisir de te recevoir, Ketli Mars. Merci à vous. Merci. Alors, c'est ici que s'achève cette édition de Cercle du Livre. Ketli Mars était notre invité pour parler de son dernier livre, Saison sauvage, paru cette année même aux éditions Mercure de France. Cercle du Livre, merci Ketli une nouvelle fois pour ce si beau roman qui nous a donné ça mis tant de plaisir. Oui. Wilfried Bonaventure, Samy Janvier, Marc Dorset, salut.